Bonsoir à tous et bienvenue à Spotlight SIDA. Bonsoir la SIDA. Bonsoir Delphine. Bonsoir chers téléspectateurs. En plus de retrouver votre émission Spotlight SIDA sur RTI 1, sachez que vous avez la possibilité de nous suivre désormais sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Twitter et Instagram, consacrés à l'émission où vous pourrez donc émettre vos suggestions, mais également partager avec nous vos idées et vos actions dans la lutte contre le sida. La SIDA, donc, ce samedi, on parlera de la contribution des organisations de la société civile à la lutte contre le VIH-Sida. En clair, les ONG, les réseaux, les plateformes. Quel rôle pour quel résultat? Notre invité du jour va essayer de décortiquer ce thème avec nous. Notre invité du jour, donc, c'est Madame Madi Annick. Elle est infirmière de formation et présidente de la plateforme de lutte contre les 3 pandémies, c'est-à-dire le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Très bien. Alors, c'est un thème fort intéressant et je pense que nos internautes et tous ceux qui nous suivent donc, sur l'ensemble des réseaux sociaux auront la possibilité donc, de poser des questions et de faire venir les suggestions pour qu'éventuellement on puisse soumettre donc, à notre invité qui est une experte en la matière. Et justement, en attendant la réaction des internautes, nous allons demander à notre invité de nous rejoindre, Madame Madi Annick. Bonsoir, Madame Annick. Bonsoir, Madame. D'accord, vous allez patienter et dans une vingtaine de minutes, on va se parler sur le plateau. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Madame, allez-y. Merci. Asseyez-vous. Bonne arrivée, Madame, et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci Delphine, c'est moi qui vous remercie. Je voudrais au nom de toute la société civile ivoirienne vous remercier la télévision, mais aussi remercier PEPFAR qui nous permet de participer à cette émission aujourd'hui. Merci Madame. Et première préoccupation, vous allez nous expliquer ce qu'on appelle réellement une ONG, un réseau, une plateforme qui lutte contre le VIH-Sida. Mais avant de commencer dans les détails, vous allez nous dire qu'est-ce qu'une ONG? Ok, alors une ONG, vous savez que le phénomène d'ONG existe depuis plusieurs années, depuis des années. Une ONG, c'est un ensemble de personnes qui se mettent ensemble, qui ont une même vision, qui veulent poursuivre un objectif qui est en faveur de la population, d'aider les populations. Et cette ONG peut fonctionner à partir de plusieurs thématiques. Hein. Il y a des ONG de santé, il y a des ONG pour l'environnement, il y a des ONG pour l'hygiène, etc. Un réseau, hein. qu'est-ce Alors, que c'est? un réseau, par contre, c'est un ensemble d'ONG qui se mettent ensemble et qui forment un réseau pour être plus fort, si vous voulez, et qui, en principe, sont là pour aider. Le réseau a pour mission d'aider, de coordonner les activités de ces ONG membres sur le terrain. Et une plateforme. Alors, une plateforme est composée de réseaux, de plusieurs réseaux, et a pour mission aussi de coordonner, de renforcer les capacités des membres de ces réseaux. Et nous allons parler justement de la contribution de ces organisations dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida. Et notre reporter Aurélia Droukoula est allée sur le terrain pour voir ce que ces organisations font réellement. Regardez. Grâce aux efforts conjugués des gouvernements et des organisations de la société civile, la lutte contre le VIH-Sida a connu une avancée fulgurante. Nous étions partis à 12% de séroprévalence en Côte d'Ivoire. Donc, on était le pays hautement le plus touché en Afrique de l'Ouest et en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes à 3,7. Donc, vous voyez un peu le parcours du travail qui a été mené par les ONG de lutte contre le VIH-Sida. Mais au fait, quel est le rôle des organisations de la société civile dans la lutte contre le VIH-Sida? La société civile joue un rôle déterminante dans la lutte contre le VIH-Sida. Nous avons une place non seulement prépondérante, mais elle est déterminante. Parce que l'efficacité de notre travail se prouve en aval. Malgré tous les efforts pour lutter contre le VIH-Sida, cette pandémie reste encore un problème de santé publique. Face à ce problème, les organisations de la société civile ou encore ONG, réseaux et plateformes mettent en place des stratégies pour lutter efficacement contre le virus du sida. Les stratégies, c'est déjà la proximité. Et nous restons convaincus que même si on fait les activités de masse,
ça ne pourra jamais remplacer les actions de proximité, le porte-à-porte que nous faisions déjà. Nous avons fait de la lutte contre le VIH un axe transversal. Au niveau de ces activités, nous avons intégré la lutte contre le VIH. Et c'est comme ça qu'au niveau de nos centres de santé, il y a non seulement la prise en charge, mais il y a aussi la lutte contre la transmission de la mère à l'enfant. Quand on sent qu'il y a des risques dans une certaine communauté, on essaye quand même d'apporter ce qu'il faut en termes d'information et d'appui. Mais ces organisations, dans leur bonne volonté à œuvrer pour freiner l'élan du VIH-Sida, sont confrontées à de nombreux problèmes. La difficulté aujourd'hui que nous pouvons rencontrer, c'est au niveau de la population elle-même. Elle est un peu perdue par rapport à l'environnement, qu'elle soit politique, économique, les gens sont un peu perdus. Alors le message devient un peu plus difficile à qui il faut croire, qui il ne faut pas croire. Il y a des engagements qui sont pris et souvent ça ne passe pas comme il se doit. On a des bénévoles, les gens qui aiment bien faire ce travail. Mais si, quelque part, ils sont contrariés par les problèmes financiers et les problèmes d'ordre structurel et les problèmes d'ordre matériel et logistique, cela pourrait peut-être un frein à l'évolution efficace et à l'efficacité même de notre travail. En Côte d'Ivoire, on note plus de 500 organisations de la société civile reconnues qui luttent contre le VIH-Sida. Madame, là nous venons de suivre le reportage d'Aurélia Drukula qui a été commenté par Malika Koulibaly, mais de façon plus claire, quel rôle jouez-vous? Alors, moi, en tant que présidente de la plateforme, le rôle que je joue avec les autres membres de la plateforme. La plateforme est composée de 10 présidents venant de plusieurs réseaux, réseaux de femmes, réseaux de jeunes, réseaux de personnes clés et réseaux des 3 individus, si vous voulez, femmes, enfants, hommes. Voilà un peu le rôle que nous jouons et notre rôle est d'essayer de faire en sorte que la voix de la population soit entendue au niveau national mais aussi au niveau international. Alors nous avons régulièrement des rencontres, que ce soit avec les partenaires qui financent peut-être le VIH, mais aussi au niveau national avec le ministère de la Santé, avec le CCM qui est, si vous voulez, un pont entre le Fonds mondial qui prend en charge les 3 pandémies et le ministère de la Santé. Donc les 3 pandémies, ce sont le VIH, la tuberculose et le paludisme. D'accord. Là, on a suivi aussi tout à l'heure dans le reportage que par moment, vous êtes confronté à des difficultés. À des difficultés, oui. Est-ce qu'on peut avoir une idée plus claire? Alors, les difficultés, ça peut être peut-être manque de financement, mais ça peut être aussi des problèmes vraiment de conscientisation de la population sur le terrain. Au début, ça a été très difficile parce que, vous savez, il y a eu un moment où les populations pensaient que c'était un jeu et ne croyaient pas que le sida existait réellement, le VIH existait réellement. Après, nous sommes confrontés plutôt maintenant encore à des durcissements vis-à-vis des époux, très souvent. Quand nous avons une femme qui arrive et qui est séropositive, qui est quelquefois rejetée, où le mari ne veut pas se faire son test. Et ça, ce sont des difficultés parce que, cette femme, elle est quelquefois rejetée, elle est seule et ce sont des difficultés. Donc, par moment, le message passe difficilement. Quelquefois, le message passe très difficilement. Le message passe encore difficilement. Et qu'est-ce que vous faites? Alors, nous essayons toujours, nous ne baissons pas les bras, nous essayons toujours de sensibiliser les populations, d'aller toujours vers eux, de leur faire comprendre l'importance de mettre en pratique ce que nous leur disons, les conseils que nous leur donnons. Et du coup, tout à l'heure, vous avez parlé de financement. On croit savoir que vous êtes soutenu par le PEPFAR, notre partenaire d'ailleurs. Tout à fait. Le PEPFAR soutient, le gouvernement américain est un des partenaires importants de la lutte contre le VIH, je dirais en Côte d'Ivoire, mais je pense aussi à travers le monde. Le PEPFAR finance avec d'autres partenaires, il n'y a pas que le PEPFAR. Il y a aussi au niveau national le gouvernement ivoirien
qui participent aussi au financement, mais le PEPFAR participe considérablement à la lutte contre le VIH. Aujourd'hui, quelles sont vos stratégies de lutte? Alors, les stratégies de lutte, nous sommes alliés au ministère de la Santé. Vous savez que le ministère est quand même le chapeau, si vous voulez, à le rôle régalien de la santé des Ivoiriens. Et nous nous alignons sur les programmes du ministère de la Santé. Donc nos stratégies sont des stratégies de prévention de la population, mais aussi nous avons mis en place des conseillers communautaires qui interviennent au niveau des structures de santé pour essayer d'aider les populations dans la prise en charge. Vous existez du coup depuis 26 ans. Quel bilan? Alors, l'ONG où je suis membre fondateur existe depuis 26 ans, mais sinon la plateforme existe que depuis 5 ans à peu près. Je ne dirais pas que le bilan est totalement positif, mais je pense que c'est un bilan positif parce que nous avons vu quand même, comme il le disait tout à l'heure, nous étions à 12% il y a quelques années et aujourd'hui nous sommes, je crois, à 2,7 de prévalence. Donc je pense qu'il y a eu un travail sur le terrain, voilà, considérable de la société civile au niveau des communautés, puisque nous nous intervenons que là. Et je me dis, il y a eu la sensibilisation, mais il y a aussi le suivi des personnes vivant avec le VIH au niveau de la communauté. L'intervention d'une des dames tout à l'heure parlait de porte-à-porte que nous avons eu à faire. Et ces personnes, justement, qui sont formées et qui ensuite suivent les personnes qui sont séropositives dans l'observance des médicaments, même aussi peut-être dans la sensibilisation, le suivi des enfants, des époux, de ces personnes-là même. Tout ce travail a été fait sur le terrain par la société civile. Madame, avec toutes ces actions, qu'est-ce qui manque réellement aux organisations de la société civile pour venir à bout de cette pandémie? Alors, les organisations de la société civile n'ont pas comme mission et ne peuvent pas seules venir à bout de cette pandémie. Vous savez que c'est une pandémie qui est mondiale, au niveau mondial. Et je pense que la Côte d'Ivoire, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons fait beaucoup d'efforts. Je me dis que ce soit les partenaires, que ce soit le gouvernement, beaucoup d'efforts ont été faits pour la prise en charge de ceux qui sont atteints de cette maladie. Mais le problème, je crois, reste au niveau des populations même. Parce que je me dis, si on ne met pas en pratique ce qu'on nous dit de faire, si nous ne faisons pas attention, nous savons qu'on a mis des préservatifs sont disponibles partout. C'est vrai que ce n'est pas une assurance, mais c'est au moins disponible. Et je me dis, on sait que le VIH, on n'attrape pas comme ça. Donc, il y a quand même des précautions à prendre, il faut faire attention. Et ça ne dépend que de nous. Madame, il y a tellement de pathologies, il y a le diabète, il y a l'hypertension. Mais le constat qu'on fait, c'est que les organisations de la société civile luttent beaucoup plus contre le sida. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Si je prends par exemple l'ONG dont je suis membre, nous sommes une ONG de santé. Et le sida est intégré dans nos activités comme n'importe quelle autre activité de santé. Et je pense que beaucoup d'ONG ont le même schéma. Et c'est vrai qu'il y a, au moment où la pandémie était très forte, où il y avait quand même beaucoup de dégâts, c'est vrai que des ONG se sont créées. Mais il n'y a pas que des ONG du VIH. Je pense qu'il y a aussi des ONG pour les autres pandémies, la tuberculose, le palu et même les autres maladies, que ce soit le cancer, que ce soit le diabète. C'est vrai qu'il n'y en a pas autant, mais il y en a. Le deuxième élément filmé de Aurélia Drokula parle de votre crédibilité, surtout la crédibilité des ONG en général. Regardez. Parlent du sida, font bien leur travail. Souvent, dans les entreprises, ils viennent faire des démonstrations
pour parler du sida, pour parler des capotes qu'on doit utiliser pour se protéger. L'État doit les accompagner et continuer de financer leurs œuvres. Les ONG et autres ne font pas bien leur travail. Parce qu'à chaque fois, on constate que malgré ce qu'ils font, on voit qu'il y a plus de séropositifs. Donc aujourd'hui, on ne sait pas quelle méthode appliquer pour éviter ça. En réalité, les statistiques montrent que le taux de prévalence a baissé. Que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Les exemples de succès et autres sont les jeunes maintenant en Afrique. Je pense que les ONG font bien leur travail. Alors. Ces ONG, moi, bon, je n'ai pas grand chose à dire en leur faveur parce que je ne sais vraiment pas quel est leur rôle, franchement. Bon, les ONG servent un peu quand même. Servent un peu, oui, à nous informer surtout. Ils sont venus nous sensibiliser dans notre école contre le VIH-Sida, nous parler des préservatifs. Sur le terrain, on ne constate pas le travail fait sur le terrain. Parce que j'ai dit ONG qui travaillent, vous voyez, la sensibilisation, évidemment, c'est aller vers les jeunes, vers la gente féminine, pour pouvoir parler de ça, mais bon, ce n'est pas tous les niveaux, tous les milieux qui sont touchés. Donc ça veut dire qu'effectivement, le travail n'est pas fait. Madame, les avis sont partagés. Les ONG font leur travail, les ONG ne font pas leur travail. Votre réaction? Alors, ma réaction, je me dis, ils ont peut-être un peu raison, hein, mais seulement la deuxième personne, je crois, qui a parlé en disant qu'elle ne savait pas, qu'on ne sait pas quelle stratégie appliquer. Alors, bon, je crois qu'elle n'est pas très bien informée parce que la séroprévalence a diminué de 1990 à maintenant. Nous sommes aujourd'hui à 3,7%. Oui, voilà, 3,7% ou 2,7%. Ça a quand même beaucoup diminué. Et la stratégie à appliquer, moi je me dis, c'est vrai qu'on passe dans les entreprises, on passe dans les maisons, dans les quartiers, nous faisons du porte-à-porte, nous faisons de la sensibilisation. Mais personnellement, nous avons aussi à prendre conscience et à savoir que le VIH existe bel et bien et que c'est à nous, en faisant nous-mêmes notre propre gendarme, que nous allons éviter le VIH. Donc, ils ont raison et je pense que les ONG essayent de faire quelquefois ce qu'ils peuvent avec peu de moyens, quelquefois. Madame, il y a un autre phénomène qui est le plus souvent dénoncé concernant les fonds que les bailleurs de fonds, les bailleurs donnent pour lutter contre le VIH-Sida, l'utilisation de ces fonds. Alors, je ne peux pas parler pour les autres, hein. Je ne peux parler que pour ce que je sais. Et là où j'ai été, je sais que depuis 2026 ans, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons reçu des fonds et des fonds aussi bien au niveau international qu'au niveau national. Et nous savons que c'est pour les populations et nous avons géré les fonds que nous avons reçus en direction des populations. Malheureusement, nous savons que partout il y a des brebis galeuses, hein. Ça on n'y peut rien. Et nous-mêmes, quelquefois, ça nous met mal à l'aise, hein, parce que ce n'est pas du tout bien, non seulement pour la crédibilité de la société civile, mais aussi pour le pays, que des partenaires donnent l'argent et que très souvent cet argent ne sert pas va servir à d'autres fins. Mais comme je le dis, il y a des brebis galeuses partout et ça, malheureusement, l'homme est ce qu'il est et on peut... Comment détecter les brebis galeuses? Alors, ces brebis galeuses, je pense que nous, à notre sein, nous avons nous-mêmes un travail de fourmis et de gendarmes à faire, justement, et avoir la force et l'autorité de dire quand ça ne va pas et quand il y a quelque chose. Il ne faut pas avoir peur de le dire, il ne faut pas avoir peur de dénoncer et de rappeler à l'ordre ces brebis galeuses. Comment reconnaître donc une vraie organisation de la société civile qui mène le combat contre le VIH-Sida? Oui, je dirais une vraie organisation de la société civile qui mène le combat pas seulement pour le VIH, mais pour aussi les autres pandémies. C'est une organisation qui a des résultats, qui a un rapport d'activité, qui a une comptabilité claire et nette où on peut voir l'utilisation des fonds qui a été donnée, comment ces fonds ont été utilisés. Une organisation qui fait régulièrement des audits
pour prouver que l'argent qu'on lui a donné a bien été utilisé aux populations et aux fins qui étaient prévues. Hein. Une organisation de la société civile, si vous allez mener une enquête, vous allez trouver des traces de ces activités sur le terrain. Hein. Donc, je me dis, c'est facile à reconnaître. Hein. Comment vous mobilisez vos fonds? Les réseaux, justement, ont été mis en place, justement, c'est pour éviter qu'il y ait des ONG individuelles qui aient des fonds et qui n'utilisent pas ces fonds. Voilà, pour éviter un désordre. Hein. Donc, au sein des réseaux, nous savons qui est crédible, qui n'est pas crédible. Hein. Au sein des plateformes, c'est la même chose. Madame, sur le sujet, nous allons maintenant demander à notre reporter web de nous rejoindre pour parler de Sida Actu. Bienvenue Lassina. Merci Delphine. D'accord. Que disent les réseaux sociaux concernant le sujet du jour, la contribution des organisations de la société civile à la lutte contre le VIH-Sida? Alors effectivement, nous avons beaucoup de réactions et c'est plus des questions et des préoccupations. Alors la majorité des préoccupations, c'est sur le fait justement de nombreuses ONG. Est-ce que ça ne devient pas une problématique réellement dans la lutte contre la pandémie? Et puis, une deuxième réaction, c'est sur justement, je pense que la question a déjà été abordée, sur la crédibilité. Alors, vous êtes quelquefois à Abidjan, à la sortie d'un supermarché, d'un lieu public, et vous avez des gens qui vous abordent et vous disent, est-ce que vous avez la possibilité de faire des dons pour les orphelins ou alors pour des personnes vivant avec le VIH-Sida? Qu'est-ce qui prouve donc que c'est des ONG? Qu'est-ce qui prouve que le don que vous allez faire va réellement à l'endroit des ONG pour qu'on puisse aider les personnes. Madame Annick, vous allez répondre à la préoccupation des internautes concernant les dons. Alors, de nombreuses ONG, je crois qu'on en a parlé déjà tout à l'heure. Hein. C'est vrai qu'il y a une pléthore d'ONG, mais ça, bon, on se dit, on n'y peut absolument rien. Hein. Vous savez que pour qu'une ONG se mette en place, cette ONG doit avoir l'autorisation du ministère de l'Intérieur. Et nous faisons partie du ministère de la Santé, ayant comme tutelle le ministère de la Santé. Au ministère de la Santé, par exemple, il y a un service des ONG. Et en principe, toutes les ONG qui travaillent dans le domaine de la santé sont fichées au niveau du ministère de la Santé. Donc nous savons qui est qui au niveau du ministère de la Santé. Maintenant, pour les autres ministères, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a une pléthore d'ONG. Et très souvent, et c'est tout cela qui porte... Et la préoccupation des internautes, c'est de savoir si le plus souvent les dons qui sont faits arrivent à destination aux personnes concernées. Moi, je me dis déjà, quand des gens se mettent... Parce que n'importe qui peut se lever et aller demander des dons. Hein. N'importe qui peut le faire. Mais je me dis, des ONG crédibles, quand même, non seulement la personne doit montrer sa carte, hein, la carte de l'ONG, et puis sur la tenue, au moins porter un t-shirt de son ONG pour qu'on sache, comme le fait par exemple la Croix-Rouge ou d'autres ONG internationales, au moment, par exemple, pour la lèpre, on a des jeunes filles, par exemple, qui, le jour de la journée mondiale de la lèpre, qui sont là et qui présentent, qui demandent des fonds. Hein. Mais on sait, au moins on voit et on sait que c'est des personnes qui sont là pour accueillir ces fonds pour la lutte contre la lèpre. Lassina, vous avez d'autres préoccupations? Alors, une préoccupation, effectivement, donc, comme il est indiqué, comme vous avez parlé justement de plusieurs ONG, on se demande aujourd'hui, d'après les internautes, éventuellement, est-ce que cette pléthore d'ONG, finalement, on ne dépense pas plus donc, à les entretenir, etc., plutôt qu'à mettre donc, des fonds au service donc, des personnes qui en ont réellement besoin? Oui, comme je disais tout à l'heure, des pléthores d'ONG, si, mais je me dis le tri est quand même vite fait. Parce qu'une ONG à qui on donne des fonds une fois et qui a mal utilisé des fonds ne recevra plus des fonds d'un partenaire. Ça, c'est clair. Mais je me dis, les ONG qui sont regroupées, c'est pourquoi on demande à toutes les ONG crédibles qui veulent travailler de se regrouper, de se mettre en réseau. Et au sein des réseaux, quand même, on est quand même assez vigilant et on fait attention pour que ce soit quand même des ONG qui travaillent et qui utilisent correctement les fonds.
Là, on a d'autres informations pour terminer. Tout à fait. Alors, deux informations, on va dire deux bonnes nouvelles. Alors, la première, c'est que la Tanzanie, donc un pays qui, on va dire, il y a à peu près 10 ans, donc était un taux de prévalence de à peu près, on va dire, de nouvelles infections, à peu près de 25%, est passé plutôt à une baisse donc de nouvelles infections, 20%. Alors c'est grâce bien sûr aux ONG, mais également, on va dire, grâce au PEPFAR et toutes les associations donc, qui militent justement en faveur de la lutte contre le sida, et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle. Alors, deuxième bonne nouvelle, c'est l'autotest donc VIH. En France, alors il a été décidé qu'à partir du 1er janvier, c'est que l'autotest donc va baisser en termes de prix parce que le gouvernement a décidé donc de faire passer la TVA qui était appliquée au départ, qui était de 20% à 5,5%. Et du coup, donc, ce test, justement, qui devient de plus en plus, on va dire, indispensable, donc, va permettre de faire son test sans stress et quelquefois de le savoir. Parce qu'en France, sachez-le, c'est qu'il y a 30 000 personnes qu'on dit ignorent les statuts par peur ou alors par manque de tests de VIH-Sida. Donc, je pense que l'autotest et son coût qui va baisser. Et en plus de cela, c'est que l'autotest qu'on avait avant, donc c'est à peu près 30 minutes pour connaître son statut. Maintenant, avec la technologie, vous avez à peu près 1 minute pour connaître votre test sérologique. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, tout à fait. Le rendez-vous de Spotlight Sida. Alors, Spotlight Sida, comme on l'a indiqué, vous avez la possibilité donc de nous écrire, de nous envoyer vos suggestions. C'est spotsida@rti.ci, mais également la possibilité donc de nous joindre via Facebook, Twitter, mais également Instagram, et retrouver l'émission en fait sur la plateforme YouTube et poser également toutes vos questions. Merci Lassina pour votre contribution. Madame Madi Annick, nous allons passer maintenant à la rubrique conseils pratiques. Le conseil que je peux donner, c'est de demander aux couples discordants de toujours faire attention, d'utiliser les mesures d'usage qu'il faut pour éviter d'être infecté, mais aussi de demander à la population, surtout aux jeunes, de se prémunir pour éviter d'attraper le VIH. Les jeunes filles surtout, parce que nous savons que les femmes sont les plus touchées, leur demander de faire attention, parce que si elles sont touchées, c'est toute la vie. Et les enfants, peut-être qu'elles seront peut-être infectés, peut-être pas, mais peut-être infectés aussi. Donc qu'elles prennent leurs précautions et faire en sorte d'éviter le VIH. Merci Madame Madi Annick d'être venue sur notre plateau, d'être venue dans notre décor rouge. Je rappelle que vous êtes infirmière de formation et présidente de la plateforme de lutte contre les 3 pandémies, le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Voilà, c'est la fin de ce 3e numéro de Spotlight Sida réalisé par Touré Awa Sawadogo, élément de soutien Aurélia Droukula. Bonne santé à vous et stop au VIH-Sida.